quand une majorité de Français rejette une réforme, est-ce que ce sont les citoyens qui se trompent ou les experts qui ne comprennent pas la société? Il faudrait, si vous voulez passer de l'un à l'autre, il faudrait en plus cotiser, que moi par exemple je cotise pour les actuels retraités, mais qu'en plus je double ma cotisation pour cotiser pour ma propre retraite. C'est évidemment insoutenable. C'est insoutenable, vous le dites, très directement. Et ça n'empêche pas, 5 minutes après, de rigoler avec le chef. On peut se faire engueuler par le chef et 5 minutes après, rigoler avec lui. C'est juste, ça fait partie du métier de se prendre des remarques très directes. Il faut s'y habituer, il faut être résilient. Et donc ça n'a, de ce point de vue-là, rien à voir avec le monde de l'entreprise plus feutré. Éric Veil, bonjour. Bonjour. La paralysie française sur le sujet des retraites, la suspension de la réforme Borne de 2023, les chiffres qui montrent l'ampleur du dossier, on va parler de ça. Éric Veil, vous avez été conseiller ministériel en charge des retraites, vous avez fait du conseil en stratégie. Est-ce que vous pouvez nous dire en une phrase si le système français de retraite est soutenable ou si c'est une bombe à retardement? Je dirais que si on prend en compte le niveau de déficit public d'un côté, tous les besoins de financement au-delà des retraites, le système tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il coûte aujourd'hui, n'est pas soutenable. Alors on va creuser le point. On va le creuser notamment autour de votre livre. Vous publiez Retraite, un blocage français aux éditions Plomb. Alors c'est clairement le livre qu'il faut lire si on veut comprendre quelque chose au système. Vous faites œuvre d'une pédagogie rigoureuse, mais une question, vous qui avez contribué à construire une réforme, est-ce que vous pouvez être vraiment celui qui porte le débat avec une certaine distance? Écoutez, j'essaye dans le livre d'avoir une double approche, si je veux dire une approche un peu technocratique, je reprends des chiffres, j'ai une vision un peu macro du sujet, mais enfin j'essaye aussi de me mettre au niveau du terrain, au niveau du vécu des Français, en prenant plein de cas types, plein de cas pratiques pour voir concrètement comment le système fonctionne aujourd'hui et comment, selon la manière dont moi je souhaite le faire évoluer, comment il va concrètement impacter les citoyens. Donc je dirais que mon expérience sur le sujet m'offre cette double approche, c'est-à-dire grâce à mon expérience, j'ai acquis une bonne connaissance, on va dire, technique du sujet, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, ça n'est pas suffisant et il faut ensuite lire des études, aussi parler à son entourage, voir comment les gens vivent les différentes réformes, comment ils comprennent le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui et croiser ces multiples approches pour tenir un propos, j'espère, le plus pertinent possible. Alors, vous avez été membre du cabinet de Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État en charge des retraites, pendant une période d'intense élaboration, concertation. Qu'avez-vous appris personnellement de cet environnement ministériel? J'ai d'abord appris le fonctionnement de l'État. Au niveau d'un cabinet ministériel, on n'est pas forcément conscient quand on est à l'extérieur de notamment toutes les discussions interministérielles. Je précise que vous n'êtes pas énarque. Non, je ne suis pas énarque, donc je n'avais pas d'expérience. Je m'intéressais à la chose publique depuis longtemps, j'avais des expériences, on va dire, plus politiques, mais je n'avais pas d'expérience de l'administration. Et d'ailleurs, en soi, le cabinet est une administration un peu particulière, c'est un peu hybride, c'est un peu à cheval entre... C'est l'interface entre le politique, le ministre en l'occurrence, et l'administration, les fonctionnaires. Et donc, à ce poste, j'ai d'abord énormément appris sur le fonctionnement de l'État, la discussion interministérielle, comment on gère les priorités, comment on essaye de croiser parfois des exigences un peu contradictoires entre les priorités des différents ministères, entre la lecture de fonds politiques, etc. Donc, sur un peu aussi voir comment tout ça est inséré dans un système de contraintes dont les citoyens ne sont pas toujours conscients. Et puis aussi, et c'est pour ça que j'ai fini par écrire un livre, je me suis passionné à ce poste pour le sujet des retraites. C'est un sujet que je connaissais déjà un petit peu avant, mais en cabinet, évidemment, j'ai été amené à le creuser beaucoup plus, à rencontrer les acteurs aussi de ce système, les directeurs de caisse, les syndicats, les hauts fonctionnaires qui ont travaillé sur ce sujet depuis longtemps, et sujet que je n'ai ensuite pas lâché. Alors, des fois, on dit que justement le cabinet ministériel, c'est une zone de forte intensité, de forte adrénaline. Est-ce qu'après une expérience comme ça, on n'a pas une petite décompensation parce qu'en fait, on revient dans la vie normale? Est-ce que vous avez été touché par ce phénomène?
Je dirais que non, aussi pour des raisons un peu conjoncturelles. Moi, j'étais en cabinet à la fin du premier quinquennat. Donc, si je puis dire, il y a eu un atterrissage en douceur à partir de avril 2022, où il y a, pour dire juste concrètement, moins de travail. On préparait plutôt la passation, donc ça n'a pas été. Je ne suis pas passé de 1 à 0 en un jour, ça a été un long atterrissage. Donc non, non, puis ensuite, rapidement, comme vous l'avez dit, je ne suis pas haut fonctionnaire. Donc il était envisageable que je rempile dans un cabinet, ça n'a pas été possible. Et donc je savais que c'était une parenthèse et qu'il fallait ensuite que je retrouve un travail dans le privé, qui est quand même ma formation, parce que j'ai fait une école de commerce. Et j'ai fini par aller ensuite dans le conseil. D'accord. Alors, s'intéresser à la retraite quand on est jeune, c'est assez original. Qu'est-ce qui vous a attiré vers ce sujet ? C'est beaucoup de choses. D'abord, pour quelqu'un comme moi qui s'intéresse à la politique depuis longtemps, on ne peut pas passer à côté du sujet des retraites, puisque ça fait, moi, depuis que je suis né, j'entends parler de retraite. Alors, je le dis de manière un peu pour l'anecdote dans le livre, mais quand ma mère était enceinte de moi et enceinte jusqu'au cou, c'était les grèves de la réforme Juppé, fin 95. Donc, si je puis dire, j'ai eu une sensibilisation in utero. Et puis ensuite, à titre mon vécu, c'est qu'en 2010, j'ai vécu le blocage lycéen sur la réforme Woerth. J'étais au lycée, je n'ai pas participé au blocage, mais je l'ai vu. Et puis 2014, pour le coup, c'est une réforme qui est passée un peu plus inaperçue, mais surtout la réforme du système universel de retraite. À l'époque, j'étais en stage aux États-Unis, mais de là-bas, je m'étais passionné pour ce sujet. Je trouvais que c'est une réforme qui, on va dire, prenait le sujet dans toute sa dimension avec une vision systémique, ça m'avait beaucoup plu. Et c'est ensuite un sujet que j'ai plus vraiment lâché. Donc, je vous l'ai dit, pour des raisons politiques, on ne peut pas passer à côté quand on s'intéresse à la politique. Et ensuite, plus on creuse, plus on se rend compte que non seulement c'est crucial pour la vie évidemment de tous les Français, des actifs à travers leurs cotisations qui pèsent sur leur pouvoir d'achat, les retraités, ça va sans dire. Et puis aussi pour la vie du pays, quand on voit la manière dont ce sujet croise de manière très puissante, vu le poids dans les finances publiques, vu que la manière dont ça croise les sujets budgétaires, les sujets économiques, de compétitivité, les sujets d'immigration, c'est une variable qui pèse dans la trajectoire du système de retraite. Donc quand on s'intéresse aux retraites, on est amené un peu à s'intéresser à l'histoire sociale du pays, à l'économie du pays, au vécu de plein de professions différentes, parce qu'il y a plein de caisses, on y reviendra peut-être dans notre système, et donc, c'est comme beaucoup de sujets, mais celui-là en particulier, plus on s'y intéresse, plus on trouve ça passionnant, et c'était aussi mon cas. Alors, vous avez une approche très active, notamment sur les réseaux sociaux, parce que depuis plusieurs années, vous êtes très actif sur X, avec la volonté de débunker les fausses vérités sur les retraites, les discours évasifs. Est-ce que votre objectif à travers ça, c'est paradoxalement, de dépolitiser un sujet qui est éminemment politique? Oui et non. Oui, parce que vous l'avez dit, mon objectif, et c'était même avant que j'écrive le livre, quand j'étais plutôt présent sur les réseaux sociaux, mon objectif premier, c'était de remettre un peu les faits au centre du jeu. C'était de casser les principales idées reçues sur le sujet, faire comprendre que c'est plus complexe qu'on ne le dit, que derrière les postures politiques, il y a un système qui est fort complexe avec des mécanismes qui vont dans plusieurs sens, etc. Donc oui, c'était l'objectif premier du livre, même de mes propos sur X, Twitter X, c'est d'abord de remettre les faits au centre du jeu, d'essayer de construire un diagnostic partagé. De ce point de vue-là, on peut dire que je dépolitise le sujet. Mais ensuite, je pense que ça reste, et ça doit rester, un sujet éminemment politique. Une fois qu'on a un diagnostic partagé, les solutions qui en découlent sont très variables, et je ne crois pas du tout au mantra de Thatcher à l'époque des originaux alternatives. Il y a plein d'alternatives sur les retraites, il y a plein de recettes possibles, en fonction des priorités politiques de chacun. On peut estimer qu'il faut un système particulièrement généreux, quitte à ce que ça pèse sur d'autres postes de dépenses publiques, et ça se défend. C'est un choix, mais ça se défend. On peut avoir un système plus libéral, où on va laisser beaucoup le choix, par exemple dans l'âge de départ, ou un système beaucoup plus vertical, beaucoup plus contraint, où on va imposer un âge de départ. Vous voyez, donc en fonction de ses objectifs politiques, de sa philosophie politique, il y a plein de choix possibles en la matière. Donc ça doit rester un sujet éminemment politique. Alors vous dites souvent que le débat français sur les retraites est rempli d'idées reçues. Mais quand même, quand une majorité de Français rejette une réforme, est-ce que ce sont les citoyens qui se trompent ou les experts qui ne comprennent pas la société ? Je dirais un peu des deux, c'est-à-dire
à la base, il y a un diagnostic qui n'est pas partagé, c'est-à-dire il y a une très très mauvaise compréhension du système et de la part des citoyens, comme, si je suis honnête, de la part de la plupart des hommes politiques ou journalistes, et c'est pas une critique contre les citoyens de dire que la plupart ne comprennent pas. La plupart ne comprennent pas parce que le système est très très difficile à comprendre. Tout le monde n'a pas le temps de se plonger dans les rapports du corps, de la Cour des comptes pour comprendre exactement comment ça marche. Donc quand on a un système qui est aussi complexe, le faire comprendre, comme on dit, faire de la pédagogie dessus, c'est en soi un défi au bon sens. Donc je pense que d'un côté, bien sûr, il y a une mauvaise compréhension du sujet, et de l'autre, comme il y a également une mauvaise compréhension du sujet de la part de beaucoup, on va dire, des élites politiques, journalistiques, ça rend la tâche encore plus complexe. C'est-à-dire que les deux, on n'arrive pas à la fin, au niveau de la société, créer un constat partagé avant même de discuter des solutions. Et donc on a beau, moi c'est une critique que j'entends souvent, dire on devrait faire plus de pédagogie, ce que j'essaie de faire à mon niveau. Il faudrait faire plus de pédagogie. Si la réforme n'a pas fonctionné la dernière fois, c'est qu'on a mal expliqué aux Français. Mais non, on a mal expliqué parce que c'est très très difficile à expliquer, parce qu'il faudrait un livre pour l'expliquer, et tout le monde n'a pas le temps de lire un livre, malheureusement, sur le sujet en tout cas. Mais en tout cas, c'est une des principales vertus de votre livre, effectivement, de cet univers extrêmement complexe. Vous réussissez à nous donner quelques idées clés, des chiffres chocs aussi sur le poids de ces retraites. On va en parler. C'est vraiment le livre qui clarifie le sujet, il n'y a pas de doute. Juste une question que je me suis posée en vous lisant et en observant les différentes réformes des retraites. On suppose, en tant que citoyen, que quand les cabinets préparent une réforme des retraites, il y a l'élaboration des textes, des analyses chiffrées, mais je me suis demandé qui construit réellement le récit, le narratif autour des retraites et d'une réforme. C'est peut-être ce côté-là qui pêche un peu. Je dirais que là, c'est éminemment le rôle du politique. Et donc, en cabinet, une nouvelle fois, on doit faire l'interface entre le technique, l'administration, et le politique. Et ensuite, au politique, en fonction des notes qu'on lui fait remonter, en fonction éventuellement des propositions qu'on lui fait, on est des conseillers en cabinet, on ne décide pas grand-chose, on conseille un ministre, c'est à lui d'en faire son miel et d'en tirer un récit politique, un narratif, comme on dit, qui est à la fois cohérent avec ce qu'on veut faire sur le fond et qui a une valeur politique de conviction auprès de la population. Mais on l'a bien vu au moment de la réforme Borne 2023, c'est un peu mission impossible à partir du moment où on porte une réforme avec des mesures aussi incomprises et impopulaires comme le relèvement de l'âge légal. On peut construire, je pense que le gouvernement s'est évertué, contrairement à ce qu'on a dit, à construire des narratifs sur la soutenabilité du système, sur le déficit, sur l'importance de financer d'autres dépenses, etc. Mais ça reste extrêmement, extrêmement compliqué, mais c'est vraiment le rôle du politique, de son cabinet, de ses conseillers en communication, d'essayer, sur la base de tous ces éléments, à la fois de fond et politique, de construire un récit, mais sur un sujet aussi explosif que les retraites, c'est toujours très compliqué. Déjà, je crois que c'est en 1991 que Michel Rocard avait prédit que ce sujet allait faire tomber 5 ou 6 gouvernements, je crois. Il a dit et il a vu très juste. Alors, j'aimerais que justement, au-delà de l'aspect conjoncturel, en termes de chiffres, vous nous précisiez un petit peu quelle est la place de la retraite dans nos dépenses publiques et dans le PIB. Pour faire simple, les retraites, ça pèse à peu près 400 milliards d'euros par an. 400 milliards d'euros, c'est un quart de l'ensemble des dépenses publiques. Un quart. Un quart. On prend les dépenses publiques des collectivités, de la sécurité sociale, de l'État. Un quart. Et la moitié des dépenses de protection sociale. Et ça, c'est 14% du PIB. Et donc, pour bien qu'on voit ce que ça représente, ce quart-là, il est à comparer, par exemple, au budget de la défense, aux dépenses de l'éducation, etc., qui sont bien moindres en proportion. Qui sont bien moindres. Il y a de loin les retraites devant, ensuite la santé, et bien plus bas, il y a les postes de dépenses, d'éducation, de défense, etc. Mais en termes de masse, les retraites de très loin avec la santé est pas si loin derrière, c'est ce qui pèse le plus dans l'ensemble des dépenses publiques. Alors 14% du PIB, je veux dire c'est trop, c'est pas assez, est-ce que c'est soutenable, c'était votre première question. Alors, quand on regarde les projections du Conseil d'orientation des retraites,
ça semble soutenable, au sens où si on regarde 14% du PIB, on voit que selon les, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce sont les hypothèses centrales que retient le corps, qui sont elles-mêmes discutables. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Il y en a beaucoup, il y a tout un jeu d'hypothèses, ça se stabilise à long terme, et ce malgré le vieillissement de la population. Alors bien sûr, ça a un prix qui est un appauvrissement à terme des futurs retraités, mais selon les hypothèses centrales, comme on dit, en l'absence de nouvelles réformes, ça se stabilise à 14%. Mais plusieurs choses à dire là-dessus. D'abord, les hypothèses sont contestables. On peut retenir d'autres hypothèses que certains jugent plus réalistes, par exemple sur les gains de productivité à long terme, qui conduiraient à ce que ça continue à déraper. On augmente vers 15%. Ah, donc les gains de productivité seraient amoindris. Serait plus faible que oui. Ce que dit le corps. C'est ce que certains économistes pensent, que les hypothèses du corps qui se sont resserrées déjà ces dernières années restent trop optimistes, et que si on prend des hypothèses plus réalistes, notamment sur la productivité, ou, et ce sera dans les prochains rapports du corps, l'INSEE le dira, mais ou des hypothèses plus réalistes sur l'indice de fécondité, sur l'espérance de vie, ou sur l'immigration, où là ça irait dans l'autre sens, il y a des chances que en fait, l'hypothèse centrale, c'est que ça dérape en l'absence de nouvelles réformes. Mais j'ai envie de dire, quand bien même ça ne déraperait pas, qu'on retenait l'hypothèse centrale du corps, c'est ce que je vous disais dans ma première réponse, à mon sens ça reste insoutenable, parce que même si on maintient 14% du PIB, 14% du PIB, c'est presque 3 points de plus qu'il y a 25 ans, en pourcentage du PIB, et c'est surtout énorme quand on considère que par ailleurs on a 5% de déficit public et qu'on a des besoins de financement qui sont considérables par ailleurs. Ces 14% du PIB ont un effet d'éviction massif sur le reste des dépenses publiques. Et on le voit bien, quand on prend les 25 dernières années, on voit les dépenses de retraite qui ont beaucoup augmenté, du fait essentiellement du vieillissement de la population, les dépenses de santé pareil, alors que les dépenses d'école, par exemple, ont plutôt, en pourcentage du PIB, ont une tendance à baisser. Donc quand on consacre autant sur les retraites, c'est autant qui est moins consacré aux dépenses d'avenir, d'école, de recherche et développement, de transition écologique, de défense. Et donc je ne vois pas comment à l'avenir, on peut à la fois maîtriser le déficit public, enfin en maintenant ce 14% du PIB, on peut à la fois maîtriser le déficit public et investir dans ce qui fera la croissance future du pays, que sont les dépenses d'éducation, de recherche et développement, d'écologie, d'IA, etc. Et d'ailleurs, c'est tout à fait instruit dans des rapports. On sait qu'aujourd'hui, si on veut remettre le déficit public dans les clous, il faut trouver encore 80 à 100 milliards d'euros d'ici 5 à 10 ans. Ça, juste pour remettre le déficit public dans les clous. Et ça, c'est sans compter 30 milliards pour la transition écologique en plus, rapport à Pisani-Ferry, 1 point de PIB en plus, donc 30 milliards en plus pour la défense, etc., etc. Donc je ne vois pas comment, vu toutes nos priorités politiques, on peut se permettre de maintenir un aussi haut niveau de dépenses sur les retraites, à moins de sacrifier les dépenses d'avenir. Alors justement, peut-être de manière caricaturale, est-ce que ce que vous dites, c'est que le financement des retraites dans notre pays, qui peut pour une partie financer des croisières et donc enrichir les croisiéristes, se fait au prix de la paupérisation de l'école et de la jeunesse? Mécaniquement, c'est-à-dire, en réalité, quand on raisonne au niveau de l'ensemble des finances publiques, il y a un poste de dépenses publiques qui consacre autant d'argent a nécessairement un effet d'éviction sur le reste, parce que si on dépense 14% du PIB, il faut les financer. Donc il faut les financer par des hauts niveaux de cotisation ou de taxation, parce qu'aujourd'hui les modes de financement sont très divers en matière de retraite, ou par un haut niveau d'endettement. Si pour financer ces 14% du PIB, on a autant de cotisations, autant de taxes, et finalement autant aussi d'endettement, comment on peut par ailleurs financer plus pour l'école, etc. Donc c'est mécanique. Alors aujourd'hui, nous vivons sous le régime de la suspension de la réforme Borne, qui a un coût croissant, donc on est passé d'un seuil, alors vous préciserez lequel, de 64 ans à 62 ans. Vous dites que de toute façon, on n'évitera pas une nouvelle réforme. Quand même, je reviens sur la réforme Borne, comment expliquez-vous l'échec politique de cette réforme ? Je pense qu'il y a plusieurs raisons évidemment à cet échec. Dans le livre, j'essaye de faire un peu de prendre du recul sur la séquence des 30 dernières années et de voir les réformes qui ont fonctionné, pas fonctionné. Il y a 2 réformes qui ont, si je puis dire, politiquement et sur le fond, bien fonctionné. Il y a la réforme Balladur de 93 et la réforme Touraine de 2014. Et, les points communs de cette réforme, c'est plusieurs choses. D'abord, surtout pour la réforme Touraine, une montée en charge très progressive. Donc en fait, ça a des effets, mais à long terme. Donc on ne le voit pas forcément. Et donc ça suscite peut-être moins de contestation, premièrement. Deuxièmement, ces 2 réformes-là avaient réussi à raccrocher un des syndicats
les plus importants, C'est la CFDT, ce qui n'était pas le cas de la réforme Borne, qui a créé un front commun contre elle. C'est aussi faire une réforme au bon moment. La réforme Balladur a été faite après une victoire écrasante de la droite aux législatives en 1993, au cœur de l'été, très rapidement. On sait que ce type de réforme, il faut le faire rapidement, quand on a encore un élan politique pour pouvoir le faire sans trop de difficultés. La réforme Touraine a été faite aussi assez vite, et surtout, la réforme Touraine a activé des leviers qui sont moins inflammables que le relèvement de l'âge légal. Alors que la réforme Borne a été faite après déjà 6 ans de pouvoir du président de la République, donc le pouvoir était déjà usé. Si ça avait été fait plus tôt, au début du premier quinquennat, ça aurait été certainement plus facile, parce qu'il y avait encore un élan politique. Et surtout, je pense que la principale difficulté politique de cette réforme, c'est qu'elle a activé un levier, qui est le relèvement de l'âge légal. Ce que j'essaie d'expliquer en livre, c'est que même si en réalité, contrairement à ce qui a été dit, je pourrais y revenir, l'âge légal n'a pas les effets aussi catastrophiques qu'on le dit, ça a des effets en fait beaucoup plus équilibrés que beaucoup le croient, surtout si on articule ça à d'autres paramètres, qui a tous les dispositifs de départ anticipé. Mais aux yeux de l'opinion, quand on relève l'âge légal, chacun comprend, on me vole 2 ans de vie. Je suis forcé à travailler 2 ans de plus, je n'ai plus le choix, et alors, l'expression qui était beaucoup sortie à l'époque, c'est le gouvernement me vole 2 ans de vie. Dans les faits, ce n'est pas du tout le cas, parce que dans les faits, ça s'articule avec plein de paramètres. Mais c'est vrai que, évidemment, comme vous l'avez dit, les citoyens n'ont pas le temps de lire tous les rapports du corps, etc. Donc tout ça se résume en 2 tweets, etc. Et effectivement, le résumé visible, c'est on me vole 2 ans de vie, avant je pouvais partir à 62 ans, demain je vais devoir partir à 64 ans. La réalité, je ne vais pas trop rentrer en détail, mais c'est une articulation entre plein de paramètres, et donc si notamment on prend en compte le fait que la durée de cotisation pour avoir le taux plein augmente également, et tous les dispositifs de départ anticipé par ailleurs, l'effet réel de la réforme Borne sur l'âge réel de départ à la retraite, ce n'était pas de 2 ans, mais plutôt de 6 mois. Mais peu importe, dans l'opinion, ce qui a été compris, et le chiffon rouge de l'âge légal a envoyé comme message à l'opinion, vous allez devoir travailler 2 ans de plus. Et une fois que cette idée-là est ancrée dans l'opinion, c'est très compliqué de ensuite essayer de rattraper, de raccrocher l'opinion pour tenter de passer sans encombre une telle réforme. Donc, mais j'ai envie quand même de vous dire, c'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure du narratif autour d'une réforme, si effectivement ce ne sont que 6 mois de rallonge entre guillemets qui sont embarqués, pourquoi ne pas le raconter comme ça ? Je pense que ça a été, par exemple, beaucoup dit à l'époque que 40% des actifs n'étaient pas concernés par le relèvement à 64 ans parce qu'ils étaient dits concernés par des carrières longues, des dispositifs de départ anticipé pour inaptitude, pour ceux qui sont cassés qui ne peuvent plus pour des raisons de santé continuer à travailler, sans compter tous les dispositifs de départ anticipé dans les régimes spéciaux. Ça avait été dit, le chiffre de 40%. Mais une nouvelle fois, il faut se mettre à la hauteur du citoyen qui n'a pas le temps de s'intéresser dans le détail à ce sujet. Il reçoit plein de messages contradictoires de tous les côtés, y compris des journalistes, des opposants politiques. Et donc, dans ce flot d'informations, ce que les gens ont retenu, c'est « je vais devoir travailler 2 ans de plus ». Et on peut l'expliquer de toutes les manières qu'on veut. À la fin des fins, c'est le message qui est retenu. C'est pour ça qu'une de mes convictions profondes, à la fois qui renvoie à un raisonnement politique, mais aussi à un raisonnement de fond, c'est que si on veut à nouveau réformer le système de retraite pour décaler l'âge de départ à la retraite, c'est une très mauvaise idée de toucher à ce paramètre qui est l'âge d'ouverture des droits, qui envoie ce message très très mal compris, et vaut mieux plutôt toucher à des paramètres plus incitatifs, c'est-à-dire continuer à laisser le choix à tout un chacun de partir plus tôt, mais avec une plus petite pension, c'est-à-dire une décote, ça peut fonctionner de différentes manières, mais à la fin des fins, un malus si vous voulez sur la pension. Donc dire, vous pouvez par exemple continuer à partir à 62 ans, mais vous aurez une plus petite pension. Si vous voulez une bonne pension, il va falloir travailler jusqu'à 64, 65 ans, et ensuite on met en place des mécanismes incitatifs pour inciter tous ceux qui le peuvent à travailler plus. Mais utiliser le levier, on va dire, coercitif du relèvement de l'âge légal, c'est forcément mal perçu, forcément. Alors il y a un autre aspect quand même de cette réforme qui a posé question, c'est était-elle réellement plus redistributive alors que c'est ce que ne disent pas les opposants. Pourquoi a-t-elle suscité une telle opposition sociale sur ce côté redistributif ? Alors,
Effectivement, c'est un des slogans contre la réforme, et ça on continue à l'entendre hein, après 3 ans, c'est que c'est une réforme de casse sociale, c'est une réforme profondément injuste, c'était l'argument principal de la gauche, et c'est fondé sur l'argument qui, en première lecture, est de bon sens, qui est de dire ceux qui ont commencé à travailler tôt, ils ont leur taux plein avant 64 ans, et pourtant vous les forcez à travailler jusqu'à 64 ans. Alors que les diplômés ont commencé à travailler plus tard, donc pour avoir le taux plein, dans tous les cas, ils doivent partir après 64 ans, et donc pour eux, ça ne change rien. Donc c'est une réforme injuste, ça ne touche pas les plus diplômés, ça touche les moins diplômés. La réalité, et quand ça rejoint votre question, pourquoi c'est intéressant de s'intéresser aux retraites, quand on s'intéresse aux retraites, on comprend les parcours aussi des différentes classes sociales, sont les métiers, etc. La réalité, c'est plutôt une division en 3 entre sur le marché du travail, entre les actifs, entre d'un côté, en effet, il y a tout un cœur, on va dire, de classe moyenne qui commence à travailler relativement tôt et qui, en effet, souvent n'a pas d'épisode très long de chômage et donc atteint le taux plein relativement vite. Et donc, de ce point de vue-là, toutes choses égales par ailleurs, peuvent être pénalisées par un relèvement de l'âge légal qui les force à travailler plus malgré le fait qu'ils aient atteint le taux plein avant. Mais en réalité, les plus précaires, eux, sont pas du tout dans cette configuration-là. Les plus précaires, ceux qui ont les plus petits salaires et à la fin les plus petites pensions, sont plutôt des profils d'individus qui ont des carrières hachées, ou parce qu'ils sont entrés tard sur le marché du travail, ou parce qu'ils ont connu des interruptions, parce qu'ils sont occupés de leurs enfants, parce qu'ils ont eu des problèmes de santé, parce qu'ils ont eu du chômage de longue durée. Et donc ça forme les plus précaires de notre population active, et ces gens-là, en réalité, ils ne sont pas impactés par un relèvement de l'âge légal. Parce que dans tous les cas, ils n'ont pas du tout leur taux plein au moment de l'âge légal. Même à 64 ans, du fait de cette carrière hachée, de ces carrières heurtées, ils sont très loin d'avoir le taux plein. Donc souvent, ils sont forcés, pour avoir une retraite un peu correcte, d'attendre l'âge de 67 ans, qui est l'âge, on dit, d'annulation de la décote, qui est l'âge automatique du taux plein. Même si on a passé trimestre, on a son taux plein à 67 ans. Et la réforme Borne n'a pas touché à cet âge d'annulation de la décote. C'est resté à 67 ans. Pas de dégradation pour ceux... Pas de dégradation. Et donc, quand on regarde ces catégories, ils sont à la fois, la moitié d'entre eux à peu près, en fait, sont concernés non pas par l'âge légal, mais par l'âge d'annulation de la décote de 67 ans que la réforme Borne n'a pas touché. Donc, ils ne sont pas impactés de ce point de vue-là. Et par ailleurs, il y a à peu près un quart qui sont, eux, concernés par l'âge du taux plein pour inaptitude, qui est de 62 ans. Donc, c'est pour ceux qui ne peuvent pas continuer à travailler pour des raisons de santé. Et là, une nouvelle fois, la réforme Borne, pour des questions sociales, n'a pas touché à cette borne d'âge, qui est restée à 62 ans. Et donc, en fait, très peu de personnes parmi les classes populaires ont été concernées par le relèvement de l'âge d'ouverture des droits de 62 à 64 ans, ou bien parce qu'en fait, ce qui les concerne, c'est l'âge d'annulation de la décote à 67 ans, ou bien parce que ce qui les concerne, c'est l'âge du taux plein pour inaptitude à 62 ans, qui n'ont pas été touchés par la réforme Borne. Donc, au total, quand on regarde les effets et quand on prend en compte que, par ailleurs, la réforme Borne a relevé le minimum de pension pour ceux qui arrivent à avoir, pour ceux qui ont pu avoir une carrière complète, y compris au SMIC, eh bien, quand on prend en compte, quand on regarde les effets par quartile de pension de la réforme Borne, on constate qu'en réalité, la réforme Borne a eu des effets très positifs sur le premier quartile de pension, ceux qui ont en gros touché moins de 1 000 € de pension. Ça a relevé leur droit à la retraite d'à peu près 12%. Les droits à la retraite, ça prend en compte tous les paramètres, donc à la fois l'âge de départ et le niveau de pension. En revanche, ça a légèrement pénalisé ceux qui touchent plus de le quatrième quartile de pension, ceux qui touchent plus de 2 500 € de pension, les plus privilégiés, d'à peu près 1%. Donc, quand on regarde les effets redistributifs de la réforme, c'est pas du tout ce qu'on en a dit. Ça a plutôt eu des bons effets redistributifs. En revanche, et c'est là où je pense que la réforme reste critiquable, je dirais que pour moi, la principale critique que j'adresserais à cette réforme, c'est qu'elle a utilisé le levier de l'âge légal, qui une nouvelle fois est un levier coercitif, c'est-à-dire on n'a pas laissé le choix à beaucoup d'individus, on les a forcés à travailler jusqu'à 2 ans de plus, certains 1 mois de plus, enfin certains 1 trimestre de plus, certains 8 trimestres de plus, et donc c'est ce qui a eu des effets politiques très forts, on en a parlé, mais ce qui même sur le fond, moi je pense qu'il faut, et c'est critiquable parce qu'il vaut mieux un système qui traite les citoyens en adultes, qui leur laisse le choix pour arbitrer finalement entre niveau de pension et âge de départ plutôt qu'un coup près en effet. Alors j'aimerais qu'on aborde la réforme systémique de 2019-2020. En 2 mots, on verra un peu après, ce projet a provoqué un rejet massif.
Pourquoi pensez-vous que ce modèle serait politiquement plus acceptable aujourd'hui? Donc je parle là du système de la retraite à points. Je reviens sur mon histoire de narratif. Avec un mot pareil, est-ce que vous pensez entraîner les masses? Oui, je suis pour une retraite à points. Alors là aussi, il y a beaucoup d'incompréhension sur la retraite à points. Beaucoup confondent retraite à points, par exemple, les retraites par capitalisation, alors que ça n'a rien à voir. La capitalisation, c'est un mode de financement du système de retraite. Les points, c'est un mode de décompte des droits à la retraite. On est en annuité aujourd'hui, on pourrait être en points demain. Et d'ailleurs, il y a déjà beaucoup de régimes à points dans notre système actuel. À peu près tous les actifs sont concernés par au moins un régime à points, déjà aujourd'hui. Que ce soit en base, en complémentaire ou en régime supplémentaire. Évidemment, les premiers d'entre eux étant les salariés du privé, qui sont tous affiliés à l'Agirc-Arrco, qui est un régime qui fonctionne à points. Pour autant, ce qu'on constate... Mais juste, je me permets, tout ça est totalement invisible pour le citoyen. Et donc, en tout cas, si c'est un slogan, dire la retraite à points, je ne trouve pas personnellement que ça soit un argument très vendeur. Voilà. Je suis tout à fait dans le d'accord. marketing. Hein. Et d'ailleurs, on l'a bien vu quand on fait un retour d'expérience sur le système universel de retraite à points qui a été tenté en 2020, une des choses qui a bloqué, c'est précisément la modalité du point, qui avait beaucoup inquiété. Ou parce que certains confondaient ça avec la retraite par capitalisation, parce que derrière le point, il y a un peu l'idée on joue sa retraite au casino, on mise des points. C'est pas du tout comme ça que ça marche, mais c'est comme ça que ça peut être perçu. Et surtout, il y a l'idée qui avait été très répandue à l'époque, qu'en fait le point était une sorte d'arnaque pour transformer à la fin un point en pouillème d'euros. Et donc c'est une manière de compter la retraite pour à la fin baisser le niveau de pension dans la réalité du vécu. C'est une idée qui avait été très très diffusée à l'époque, en particulier par François Fillon. On avait déterré une vidéo où il expliquait qu'en fait la réforme à points c'était une arnaque, c'était une manière de baisser arbitrairement le niveau de pension. Bon. Et donc je pense que si on devait à nouveau remettre sur le chantier ce type de réforme, il faudrait abandonner la disposition du point qui politiquement ne passe pas, qui est très mal perçu, très mal compris pour les raisons que je vous ai dit, et privilégier par exemple un système qui compte directement les droits en euros de pension. Ce qui en termes de pilotage ne change pas grand-chose, qu'un système à points, c'est des cotisations qui sont... il y a une valeur d'achat du point, donc en fonction, par exemple, 20 euros de cotisation, ça donne un point de retraite, et ensuite une valeur de service, donc par exemple un point de retraite, ça donne 1 euro de pension annuelle. Voilà. Un système en euros, ça pourrait être beaucoup plus direct, beaucoup plus lisible, directement. 20 euros de cotisation, ça donne 1 euro de pension annuelle. Et ce qui est très pratique on va le développer, mais votre proposition, c'est que tout salarié aurait, dès le début de sa carrière, une sorte de portefeuille virtuel, un site internet sur lequel il pourrait voir... Et il pourrait voir les euros de pension s'accumuler, qui montraient d'année en année des euros de pension garantis, qui ensuite pourraient être revalorisés en fonction d'une formule de calcul. Ça peut être croissance des salaires, ça peut être inflation. Moi, je préconise croissance des salaires minorée d'un coefficient démographique pour bien prendre en compte tous les paramètres du système qui restent à l'équilibre. Mais en tout cas, du point de vue du citoyen, il verrait des euros de pension garantis, acquis, qui s'accumuleraient d'année en année, plutôt qu'avoir à s'accumuler des points qui ne veulent pas dire grand-chose. Un point, ça donne combien en euros de pension à la fin? Donc je pense qu'il en va de l'acceptabilité de ce type de réforme, d'abandonner l'idée de compter en points et plutôt privilégier de compter en euros, parce que, et c'est un peu un fil rouge de notre discussion, si on veut qu'une réforme soit acceptable politiquement, il faut d'abord qu'elle soit comprise, qu'elle soit lisible, qu'elle soit bien packagée, comme vous dites. Alors, en novembre dernier, vous co-signez une tribune avec Gabriel Attal, l'ancien Premier ministre, pour, je cite, « en finir avec le psychodrame français des retraites », avec l'impératif de réformer. Pourquoi écrire cette tribune à ce moment-là? Parce on sortait d'une séquence un peu infernale sur la suspension de la réforme Borne au moment du budget, qui, une nouvelle fois, selon moi, avait démontré que notre système tel qu'il est construit aujourd'hui était arrivé à bout de souffle, qu'on essayait de le corriger avec différents patchs différents. Bon. Et à la fin, plus personne n'y comprend rien, c'est des allers-retours permanents, parce que quand on fait une nouvelle fois, quand on prend un peu de recul historique, ça fait 30 ans qu'on enchaîne des réformes des retraites, paramétriques comme on dit, c'est-à-dire qui ne changent pas l'architecture générale du système, mais qui, à force de décaler un coup l'âge légal, un coup la durée de cotisation,
tente de maintenir le système à l'équilibre sans jamais régler le problème au fond, c'est-à-dire comment construire de manière pérenne un système soutenable, c'est-à-dire qui sur le temps long reste à l'équilibre, on n'est pas le réformer et créer un psychodrame précisément tous les 4-5 ans. Et c'est tout à fait possible avec le système de pilotage automatique qui existe beaucoup d'ailleurs à l'étranger, et qui par ailleurs, ces réformes-là, qui à chaque fois avaient comme unique prisme le prisme budgétaire et qui ne prenait pas en compte toutes les dimensions du sujet, que sont les dimensions de lisibilité, d'équité, de mobilité professionnelle, d'où l'appel dans cette tribune à refonder un système de retraite qui enfin prenne en compte le sujet dans toutes ses dimensions, et à la hauteur un peu de ce qu'est notre système de retraite, qui est un des piliers fondamentaux évidemment de notre système de protection sociale, et qui permettent ainsi de renouer la confiance dans le système, de sortir du psychodrame avec un système une nouvelle fois équilibré de manière pérenne, qui mettent chacun sur un pied d'égalité à travers un système universel unique où chaque euro cotisé ouvre les mêmes droits pour tous, quelle que soit la profession. Et pour moi, il n'y a que, quand on regarde les 30 dernières années, et en particulier la séquence sur le budget, pour voir qu'il n'y a que maintenant ce type de réforme qui permet de enfin sortir par le haut de l'impasse dans laquelle on est désormais. Alors, Éric Veil, j'aimerais qu'avec vous, on aille au contact de quelques idées reçues ou sujets de débat selon les opinions. Le premier point, c'est le pas fameux déficit caché du système de retraite. Alors, un ancien inspecteur des finances, Jean-Pascal Beaufret, qui s'intéresse beaucoup à ces sujets-là, estime que le financement par l'État du déficit de la fonction publique fausse grandement la réalité des chiffres sur le déficit. Pourquoi laisser planer ce doute? Qu'en pensez-vous? Alors, c'est un sujet techniquement assez complexe. Je vais essayer d'être le plus clair possible, mais en un mot, tout ce qu'on peut dire, c'est que la mesure du déficit du système de retraite est conventionnelle, dépend de conventions comptables. Pourquoi? Je vais essayer d'être très simple. Quand on regarde les dépenses de retraite, il n'y a pas de discussion. Les dépenses de retraite, c'est l'ensemble des pensions de retraite versées, plus le minimum vieillesse, et personne ne conteste le niveau des dépenses de retraite. Ça n'est pas le sujet. Le sujet, c'est les recettes. Quelles sont les recettes qu'on affecte au système de retraite? Il y a des recettes qui sont indiscutables. Les cotisations retraite du privé, personne ne conteste que ce sont des recettes légitimes pour le système de retraite, et donc il faut les compter. Mais ça compte seulement pour 2/3 des dépenses de retraite. Enfin, que 2/3 même de l'ensemble des recettes aujourd'hui comptées. Le reste, 1/3, c'est différentes choses qui sont bien sûr contestables. Par exemple, aujourd'hui, il y a des transferts de la branche famille, à peu près pour 10 milliards d'euros, qui financent les avantages familiaux du système de retraite, par exemple la majoration de pension pour les parents qui ont au moins 3 enfants. Aujourd'hui, c'est financé par la branche famille, parce que le législateur estime que c'est une dépense de famille. On peut aussi penser que c'est une dépense de retraite. Donc si c'est une dépense de retraite, ça veut dire qu'il faut le compter ça voudrait dire qu'il serait illégitime que la branche famille vienne financer le système de retraite. En revanche, si on estime que c'est une dépense famille, alors il est normal que la branche famille vienne. Ouais. Mais c'est un débat infini, c'est un débat presque philosophique à la fin. Donc c'est un choix qui a été fait de dire que, pour des raisons conventionnelles, il y a la convention qui est retenue, c'est qu'il y a un transfert de la branche famille. Par ailleurs, par exemple, quand on paye l'électricité, il y a une fraction des taxes sur l'électricité qui finance le régime des industries électriques et gazières. Quand on achète une bouteille de vin, il y a une fraction de la taxe sur l'alcool qui finance le régime des agriculteurs. Et ça, c'est un choix du législateur de dire qu'il y a une partie de ces recettes doit financer. Mais c'est un choix qui est contestable. Et surtout, et c'est là où porte surtout le débat sur le système de retraite, sur le déficit du système de retraite, c'est les fameuses subventions de l'État au régime des fonctionnaires. Alors, depuis 2001, une loi organique, il y a un système qui s'appelle le CAS Pension, compte d'affection spéciale, qui a inscrit dans les textes la règle selon laquelle le régime des fonctionnaires de l'État doit être à l'équilibre, automatiquement. Ça veut dire que quel que soit le niveau de dépenses, les pensions qui sont versées aux fonctionnaires, les recettes doivent s'ajuster pour que le solde soit à 0, voire en excédent. Ce qui conduit concrètement à ce qu'aujourd'hui dans le public, on ait des cotisations qui sont largement supérieures à celles dans le privé. On est presque à 90% de cotisations au total dans le public, contre 28% dans le privé. Jean-Pascal Beaufret dit que c'est anormal, que ça cache une subvention de l'État indue au système de retraite, et qu'il faudrait aligner les taux de cotisation du public sur celles du privé. Et si on les alignait, on rajouterait à peu près 40 milliards de déficit au système de retraite. C'est une vision qui est défendable,
Mais c'est une vision qui est également contestable, parce que là aussi, ça serait une autre convention. On choisirait d'avoir le même taux de cotisation que le privé. Mais c'est contestable parce que on mélangerait un peu, si on faisait ça, des choux et des carottes. Il n'y a rien d'indiscutable, il n'y a rien de mécanique, d'automatique à mettre le même niveau dans le privé que dans le public. Pourquoi ? Parce que on appliquerait un taux de cotisation à des assiettes différentes. Dans le privé, les taux de cotisation, c'est sur l'ensemble de la rémunération. Dans le public, c'est que sur la rémunération hors prime. On l'appliquerait pour financer des droits qui sont différents entre le public et le privé. Par ailleurs, dans le public, il y a des régimes spéciaux, par exemple pour les militaires, pour les policiers, etc., dont on peut estimer qu'ils légitiment une cotisation supplémentaire, parce que ça relève d'une forme de solidarité nationale. Donc, tout ça pour dire que la Convention Beaufret, si je puis dire, a son intérêt, mais n'est pas non plus indiscutable. Alors, j'ai envie de rajouter une pièce dans le jukebox. Les fonctionnaires ont une retraite calculée à partir des 6 derniers mois de leur carrière, alors que pour les salariés du privé, ce sont les 25 meilleures années qui sont pris en compte. Est-ce que vous trouvez que c'est juste ? Alors, du point de vue de l'opinion, c'est injuste, et d'ailleurs, quand on regarde les sondages, beaucoup de Français estiment que du fait précisément de cette règle, il y a une inéquité très forte entre le public et le privé. Ce que j'essaie de démontrer dans le livre, si je puis dire, il y en a pour tout le monde. Hein. Il y en a pour, si je puis dire, la droite quand je caricature, hein, mais quand je dis que la réforme Borne, c'est parce qu'on en a dit, c'est pas la caisse sociale qu'on a décrite. Et il y en a, si je puis dire, pour la gauche, quand j'explique, en reprenant juste les chiffres, hein, que les fonctionnaires, en réalité, ne sont pas des nantis du système de retraite. Pour dire les choses simplement, parce que certes, on prend en compte les 6 derniers mois dans le public, mais les 6 derniers mois hors prime. On calcule les 6 derniers mois sur une rémunération qui est prise hors prime. Or, les primes, ça compte pour en moyenne 20% de la rémunération des fonctionnaires. Donc, si on appliquait aujourd'hui aux fonctionnaires, il y a une étude de l'adresse qui a démontré, si on appliquait au régime des fonctionnaires sédentaires, donc hors les catégories actives, c'est-à-dire ceux qui peuvent partir de manière anticipée, comme les policiers par exemple, si on appliquait le régime du privé aux fonctionnaires, en réalité, il y aurait à peu près autant de gagnants que de perdants, selon en particulier le niveau de prime. Pour des choses simplement, les enseignants seraient perdants, parce qu'aujourd'hui, les enseignants voient leur retraite calculée sur les 6 derniers mois sur une rémunération quasiment complète parce qu'ils ont peu de primes. À l'inverse, les cadres de la fonction publique seraient largement gagnants à être affiliés au régime du privé, parce que dans la fonction publique, il y a parfois, dans les cabinets ministériels, parmi les hauts fonctionnaires, il y a des primes qui peuvent se monter à 50% de la rémunération. Donc 6 derniers mois, oui, mais sur une moitié de rémunération. Donc c'est pas du tout ce qu'on en dit, et d'ailleurs, un des problèmes, et c'est pas du tout ce que dit Jean-Pascal Beaufret, Jean-Pascal Beaufret est très conscient de ce que je viens de dire, mais derrière l'idée qu'il y a une subvention de l'État cachée au régime des fonctionnaires de l'État, il y a l'idée qu'en gros le déficit public des retraites est dû à des avantages du régime fonctionnaire, ce qui n'est pas vrai. La raison pour laquelle on a des taux de cotisation si élevés pour financer le régime des fonctionnaires, c'est pas parce qu'il y a des avantages exorbitants pour ce régime-là, c'est parce qu'il y a un déficit démographique, c'est-à-dire un rapport quotidien sur retraité qui est bien plus dégradé dans la fonction publique que dans le régime du privé, et ça explique qu'on doit mettre des taux de cotisation très très élevés pour l'équilibrer. Donc pour finir sur le fameux déficit caché, la conclusion de ce que je viens de dire, c'est qu'il y a plein de conventions comptables possibles, la convention Beaufret peut avoir sa justification, mais elle n'est pas incontestable, donc à la fin des fins, on peut avoir des débats infinis sur le sujet, quel est le bon niveau de cotisation du public. Je pense que ça va un peu trop loin dans ce que dit Jean-Pascal Beaufret, je pense que par exemple l'Institut des politiques publiques a une vision médiane qui me semble plus équilibrée, mais à la fin des fins, on ne sortira jamais de ce débat. Il y aura toujours l'idée que la convention n'est pas la bonne, certains diraient qu'elle est trop sévère, certains disent qu'il faudrait affecter d'autres recettes. Et donc si on veut bien piloter le système de retraite, il faut surtout regarder le niveau de dépenses, qui lui est incontestable, et regarder le déficit public total. C'est les deux seuls indicateurs incontestables finalement quand on parle de retraite. Mais regarder le déficit pris isolément des retraites, je vous l'ai dit, ça restera toujours conventionnel, donc discutable, et surtout, ça ne donne pas forcément une bonne idée sur l'équilibre du système. Je vous prends juste un exemple, on pourrait très bien avoir un système, par exemple, même financé à 100% par des cotisations, qui serait à l'équilibre, mais avec un niveau de cotisation, du coup, qui serait, par exemple, à 40%, 50% du salaire brut. Donc c'est super, on aurait un système qui s'afficherait à l'équilibre, mais qui aurait un effet d'éviction considérable sur tout le reste des dépenses publiques. Est-ce que ça serait acceptable ? Est-ce que ça rendrait le système soutenable ? Non. Et pourtant, on afficherait dans les rapports du corps un système à l'équilibre. Donc, c'est pas ça qu'il faut regarder, je pense. Il faut regarder le niveau de dépenses
des retraites et le niveau du déficit public total. Et si c'était mieux à l'étranger? Alors, ce qui est passionnant dans votre livre, c'est que vous avez pris le temps et le soin, on sent peut-être le consultant en stratégie, d'aller voir à l'étranger quels sont les systèmes de retraite les plus efficaces, les plus intéressants, les plus redistributifs, pour comparer, pour analyser. En quelques mots, que retenez-vous de cet examen des systèmes étrangers? Est-ce qu'il y a le système miracle? Alors non, il n'y a pas de système miracle et malheureusement sur les retraites, on sera toujours condamné à trouver des solutions imparfaites. Mais bon, plusieurs choses. D'abord, quand on fait un benchmark du système étranger, en creux, on comprend les spécificités du système français par rapport à ce qui se fait à l'étranger. Il y en a plusieurs. D'abord, c'est un système qui est particulièrement éclaté. On a toujours une quarantaine de régimes, malgré la fermeture de certains régimes spéciaux récemment. On a toujours une quarantaine de régimes, là où par exemple au Japon, en Suède et en Italie, pour le régime de base, on a un seul régime, un régime quasiment universel. Par ailleurs, on se rend compte qu'on a un système en France qui est financé quasiment à 100% par la répartition, alors que la moyenne de l'OCDE, c'est à peu près 20% des dépenses de retraite qui sont financées par la capitalisation, et ça peut monter à parfois 50% par exemple pour les Pays-Bas, financés par la capitalisation. Et enfin, on a un système en France qui est particulièrement généreux quand on compare au système étranger. Et selon plusieurs indicateurs, les dépenses en part de PIB, on en a parlé, c'est à peu près 4 points de plus que la moyenne OCDE en France, 14% versus même moins de 10% en moyenne OCDE. On a un âge de départ qui est inférieur de 1 an par rapport à la moyenne européenne, 2 ans par rapport à la moyenne OCDE. On a une espérance de vie à la retraite qui est de 4-5 ans supérieure en France par rapport aux autres pays de l'OCDE. On a un taux de remplacement à la retraite qui est également meilleur. On a un taux de pauvreté de la retraite au départ. Le taux de remplacement, c'est le rapport entre ce qu'on touche à la retraite par rapport à notre dernier salaire. En France, c'est à peu près de 70%, c'est-à-dire la pension à la liquidation. Près de 70% du dernier salaire, c'est plutôt 60% dans la moyenne OCDE. On a un taux de pauvreté qui est plus bas des retraités, qui est plus bas en France, dans les pays OCDE. On a un taux d'épargne des retraités. Enfin bref, quand on regarde tous ces indicateurs, on a un système qui est particulièrement généreux. Bon. Et donc, ensuite, quand on creuse les différents systèmes, il y a des choses plus ou moins inspirantes. Moi, ce qui m'inspire dans les systèmes étrangers, c'est par exemple le caractère universel de certains systèmes. Par exemple, en Suède, depuis une réforme des années 90, ils ont un régime de base universel. Ça veut dire que tout le monde est logé à la même enseigne. Ce qui n'est pas du tout le cas en France, ce qui nourrit une inéquité au moins perçue, par exemple entre le public et le privé, selon son statut. On a des régimes, toujours en Suède, mais aussi en Italie par exemple, qui prennent en compte toute la carrière de la même manière. Là où en France, c'est calculé sur les 6 derniers mois pour les fonctionnaires, sur les 25 meilleures années dans le privé, ce qui est en soi un mécanisme anti-redistributif. Je vous prends un exemple. Si on prenait en compte toute la carrière aujourd'hui en France, on ne pénaliserait absolument pas un ouvrier qui avait toute sa carrière au SMIC, parce qu'on prenne en compte ses 25-35 meilleures années, ou toute sa carrière, ça serait calculé sur un SMIC, alors qu'un cadre qui a une carrière très dynamique, si on prenait en compte toute sa carrière, il serait pénalisé. Donc, à budget constant, si on prenait en compte toute la carrière comme dans d'autres pays, on aurait un système plus redistributif. C'est tout l'intérêt d'un système à points ou en euros qui prend en compte toute la carrière. Quoi d'autre? On a aussi des modes d'ajustement automatique, j'en parlais, dans plein de pays étrangers. Les pays nordiques, le Portugal, l'Estonie, ont des mécanismes qui conduisent à ce que l'âge de départ à la retraite soit plus ou moins indexé sur l'évolution de l'espérance de vie, pour qu'il n'ait pas à réformer le système tous les 4-5 ans comme c'est le cas en France, mais qu'ils aient une sorte de pilotage automatique pour maintenir un rapport, par exemple, de 2 pour 1 entre la durée passée en vie active et la durée passée à la retraite. Tous ces mécanismes-là me semblent... il faut regarder ce qui peut coller aussi à l'histoire sociale du pays et bien sûr s'en inspirer. Alors, dans les débats qui tournent autour de la retraite et autour du décalage de l'âge, etc., il y a un sujet qui fait vraiment beaucoup débat en France, c'est celui du taux d'activité des seniors. L'économiste Gilbert Sette vient de publier un papier sur ce sujet-là. On dit que si on prolonge l'âge d'activité, ça peut avoir des vertus, mais en fait, le taux d'emploi des seniors ne suit pas.
Que répondez-vous à ce type d'argument? Je dis que ça suit. Quand on fait un retour d'expérience sur la réforme Woerth, qui avait décalé l'âge légal de 60 à 62 ans, l'effet de la réforme Woerth, c'est un décalage sur l'âge réel de départ à la retraite d'à peu près 2 ans et un décalage sur l'âge de sortie du marché du travail de 1,8 ans. Donc ça s'est traduit à plus de 80% par un maintien dans l'emploi, par ce qu'on appelle l'effet horizon, c'est-à-dire quand on décale une borne, soit l'âge du taux plein, l'âge d'ouverture des droits, il y a un ajustement du marché du travail de la part dans un échange, dans un dialogue entre les employés et leurs employeurs pour que l'âge de sortie prenne en compte ce nouvel âge de départ à la retraite. On l'avait vu aussi par exemple à travers le pic des ruptures conventionnelles. L'effet de la réforme Woerth, c'est que ça a décalé le pic des ruptures conventionnelles de 2 ans. Le marché du travail s'adapte à moyen long terme à un décalage de l'âge de départ à la retraite. Oui, j'ai envie de vous dire mais aussi, il y a un mais, parce sûr. que malgré tous vos beaux arguments, je veux dire que si on compare avec d'autres pays, notre taux d'activité des seniors est quand même plus faible. Pourquoi il est plus faible? Il est plus faible, d'abord, c'est pas la seule raison, je vais y revenir, mais d'abord parce qu'on a un système de retraite qui permet de partir plus tôt. Il y a une corrélation très forte entre les règles de départ à la retraite et le taux d'emploi des seniors. Et les réformes en France ou à l'étranger montrent que quand on fait une réforme, quelle qu'elle soit d'ailleurs, qui conduit à un décalage de l'âge de départ à la retraite, ça se traduit par un maintien dans l'emploi des seniors à un âge plus avancé. Mais, c'est là où il y a quand même un mais, ça laisse toujours des gens au bord de la route. Quand je vous disais que ça s'est traduit par un maintien à l'emploi de 80% à peu près, il y a 20% qui, eux, quand on décale l'âge de départ à la retraite, restent au chômage, en invalidité, n'arrivent pas à retrouver de l'emploi et donc juste ça augmente, comme on dit, le sas de précarité avant un possible âge de départ à la retraite. C'est pour ça qu'il faut bien sûr, si on veut avoir un vrai effet, l'effet le plus important sur le taux d'emploi des seniors, sur l'âge de sortie du marché du travail, il faut faire de la réforme des retraites. C'est, je dirais, le facteur premier, mais il faut aussi accompagner toutes les catégories sociales vers un âge de départ à la retraite décalé, et en particulier accompagner les plus précaires. Et en France, de ce point de vue, on a des retards. On a des retards non seulement sur notre système de retraite qui est trop généreux sur l'âge de départ, mais aussi un retard sur la culture d'entreprise pour maintenir les seniors jusqu'au bout dans l'emploi, et en particulier les seniors les plus précaires. Et ça veut dire concrètement qu'il faut toujours coupler, pour qu'une réforme soit acceptable, soit la plus efficace budgétairement et soit la plus acceptable socialement, il faut coupler réforme des retraites et des mesures d'accompagnement, de formation continue tout au long de la vie, d'adaptation des postes de travail, de retraite progressive, de temps partiel pour adapter, pour prendre en compte qu'un senior en fin de carrière, il n'a pas forcément la même énergie, par exemple, qu'un jeune sur le marché du travail, de mettre en place très tôt dans la carrière des dispositifs de prévention pour éviter d'avoir des seniors qui sont cassés par leur travail avant même l'âge de départ à la retraite. Donc, bien sûr, il ne faut pas du tout négliger cette dimension, mais il faut les deux. C'est-à-dire qu'il faut à la fois réforme des retraites et accompagnement jusqu'au bout des seniors dans l'emploi. Alors, dans les sujets tabous qui peuvent crisper, notamment en période électorale, il y a le sujet de la contribution des actuels retraités à l'effort. Parce qu'on a bien compris à travers tous les propos précédents que d'une manière ou d'une autre, on va devoir se confronter à ce sujet. Et vous abordez cette question de la contribution des actuels retraités à l'effort. Par la fiscalité ou par la désindexation des prestations, ce tabou, pourquoi faut-il le lever? Parce que pour moi, il en va pour 3 raisons. Pour des raisons budgétaires, pour des raisons économiques et pour des raisons d'équité. Pour des raisons budgétaires, parce que compte tenu de l'effort budgétaire qu'on doit faire sur les 5-10 prochaines années, la méthode la plus efficace à court terme pour faire des économies, se dégager des marges de manœuvre budgétaires, c'est de baisser maintenant les dépenses de retraite, c'est-à-dire des actuels retraités. Je vous prends un exemple, si on baissait, on désindexait d'un point, c'est-à-dire par exemple il y avait 2% d'inflation et qu'on ne revalorisait que de 1% les pensions de retraite de base, ça ferait une économie de 3 milliards chaque année. Juste pour donner un ordre de grandeur, la réforme Borne, son rendement d'ici 2030, c'est à peu près de 20 milliards si on prend l'ensemble des finances publiques. Juste un point de désindexation, c'est 3 milliards. Donc c'est très efficace budgétairement. C'est par ailleurs
assez efficace d'un point de vue macroéconomique par rapport à d'autres mesures, au sens où ce serait un effet récessif assez faible, surtout si cette désindexation ou par exemple un relèvement de la fiscalité concernait les pensions les plus élevées. Car on constate aujourd'hui par le taux d'épargne que les pensions, les retraités les plus aisés épargnent beaucoup et de plus en plus. On a vu notamment quand il y a eu des très fortes revalorisations en 2023-2024, une étude de Rexecode qui a montré que c'était traduit aux 3/4 par une augmentation du taux d'épargne des retraités. Donc ça aurait un effet sur la consommation, mais assez faible, voire très faible. Donc un effet économique récessif faible. Et enfin, c'est une question d'équité. Compte tenu de l'effort budgétaire qu'on doit faire, il me semble anormal de demander qu'un effort aux actifs. Il faut que l'effort soit partagé par toutes les catégories de la population et par toutes les classes d'âge. Pourquoi ne jamais demander un effort aux retraités quand par ailleurs on demande un effort à court, moyen ou long terme aux jeunes, aux actifs? Si par exemple si on réduit les dépenses d'éducation, ça a un effet sur les plus jeunes, par exemple. Mais la réponse est parce que cette population est très forte électoralement. Tout à fait. Mais alors, bon, il y a l'argument de fond qui est quand même celui de l'équité. Je vous prends juste aussi de donner un autre chiffre. Quand on regarde ce qu'on appelle le taux de récupération, c'est-à-dire combien je récupère en pension par rapport à ce que j'ai cotisé, on constate que ceux qui sont nés dans les années 30, pour faire simple, mes grands-parents, ont récupéré ou sont en train de récupérer en pension en moyenne 4 fois ce qu'ils ont cotisé. Ce qu'on appelle les baby-boomers sont en train de récupérer en pension, pour ceux qui sont déjà partis à la retraite, à peu près 2 fois ce qu'ils ont cotisé, alors que ma génération va récupérer 1 fois, voire moins, ce qu'elle a cotisé. Donc le système par répartition a été par construction très avantageux, et c'est pas de leur faute, tant mieux pour eux, a été très avantageux pour certaines générations et pénalise en revanche très fortement, essentiellement du fait du vieillissement démographique, les générations les plus récentes. Donc rien que quand on regarde ce chiffre, on pourrait estimer que ça serait pour tenter de rééquilibrer un peu ces taux de récupération sur les générations. Il me semblerait juste de demander un effort aux retraités, et on peut le faire de manière tout à fait ciblée, de manière tout à fait juste. Progressive, oui. On n'est pas obligé de faire une désindexation générale sur toutes les pensions de retraite, on peut le faire dans une certaine mesure de manière différenciée. On peut toucher le taux de CSG qui est différent selon les niveaux de revenus, et même la tranche supérieure aujourd'hui, la plus élevée sur la pension de retraite, reste inférieure à la pension de droit commun pour les salariés. 9,2 pour les salariés, tous les salariés, 8,3 pour la tranche supérieure. Moi, je pense qu'une mesure de justice, ce serait à minima d'aligner ce taux de CSG sur les pensions les plus élevées sur le taux de droit commun pour les salariés. Quand on sait que la CSG finance des dépenses sociales qui concernent de plus en plus les retraités, que ce soit pour les retraites ou pour la santé. Donc, vraiment, il en va pour moi de raisons budgétaires, de raisons économiques, mais aussi de raisons d'équité. Alors, Éric Veil, vous avez travaillé dans le conseil stratégique. Moi, j'ai une question, parce que c'est parfois la critique que l'on fait. Dans quelle mesure les cabinets de conseil participent aujourd'hui à la conception ou à la préparation des réformes sociales en France, par exemple sur les retraites? Alors, de ce que j'en ai vu, moi, j'ai été en sortie de cabinet, je suis allé en cabinet de conseil en stratégie, mais pas du tout pour m'occuper de sujets publics. Tous mes clients, les clients pour lesquels j'ai travaillé, étaient des entreprises privées. Donc, en tout cas, pour répondre très simplement à votre question, le cabinet pour lequel j'ai travaillé ne s'est absolument pas impliqué dans la construction des réformes sociales. Et je pense même, puisque peut-être vous faites référence à ça, que McKinsey, qui avait une branche secteur public plus développée que le BCG où j'ai travaillé, je pense n'a pas du tout contribué à construire les différentes réformes de retraite. À l'époque, ils avaient travaillé sur le déploiement de la stratégie vaccinale, des sujets opérationnels, mais pas la construction au sens politique, idéologique d'une réforme de retraite. Donc, ma réponse très simple, c'est que je pense que les cabinets de conseil contribuent pas du tout à la définition des réformes sociales de ce pays. Okay. Néanmoins, parce que le sujet a fait débat, polémique, a donné lieu à des rapports, et au-delà de votre personne évidemment, est-ce que une partie de l'externalisation de la pensée publique, c'est une caricature? Je pense que c'est très largement une caricature. Sur des besoins ad hoc, les cabinets de conseil peuvent accompagner, je vous dis, pour les sujets de déploiement opérationnel, d'accompagnement. Oui, sur des sujets purement opérationnels, les cabinets de conseil peuvent, à travers les moyens qu'ils peuvent donner à certaines missions bien précises,
au déploiement de certaines politiques publiques, mais à mon sens, de ce que j'en ai vu, il ne participe pas à la définition de ces politiques publiques. Donc je ne pense pas du tout, je pense qu'on a une administration qui est très compétente, contrairement à ce que beaucoup pensent, avec des hauts fonctionnaires dévoués qui eux, avec les cabinets ministériels, avec les hommes politiques, définissent ce type de stratégie. La stratégie n'est pas définie par les cabinets de conseil. Éventuellement, je le répète, peuvent participer au déploiement opérationnel de certaines choses très techniques, très précises, mais je pense que c'est un faux sujet. Le rôle des cabinets de conseil pour certaines, une fois, le déploiement du politique peut être un sujet, mais ne faisons pas croire qu'ils participent à la stratégie des politiques dans ce pays. Alors, un sujet qui est aussi en arrière-plan de ces débats autour de la retraite, c'est la solution par la capitalisation. On entend ici ou là cette proposition, notamment dans les pré-débats présidentiels. Pourquoi n'est-ce pas si simple ? Les arguments en faveur de la capitalisation sont un peu souvent les mêmes. On dit que la capitalisation permettrait d'avoir un système plus performant, c'est-à-dire avoir un meilleur rendement. C'est-à-dire concrètement que pour autant de cotisations, par exemple, on pourrait verser plus de pensions, ou pour le même niveau de pension, on pourrait verser moins de cotisations. Un meilleur rendement du système grâce à la capitalisation. Et derrière ça, il y a l'idée que le rendement, là où le rendement d'un système par répartition, pour faire simple, c'est la croissance économique, à peu près 1% en France sur les 20 dernières années, en régime de croisière. Le rendement d'un système par capitalisation, c'est le rendement du capital, qui est plutôt, aujourd'hui, quand on regarde les grands régimes par capitalisation étrangers, on est plutôt à 3%. On dit 3% versus 5%, c'est plus performant, il faudrait y aller. Premier argument, j'y reviendrai. Le deuxième argument, c'est de dire que si on avait un système par capitalisation, on pourrait avoir beaucoup plus d'épargne longue pour améliorer les fonds propres de nos entreprises françaises et européennes, financer l'innovation, avoir des champions européens, français, ce qui, alors là où aujourd'hui, les poches d'épargne longue se trouvent surtout à l'étranger. Donc on se fait piller, si je puis dire, nos entreprises parce qu'eux ont l'épargne longue et pas nous parce qu'on n'a pas de système par capitalisation. Ce qui est assez vrai. Mais, deux choses là-dessus. D'abord, le rendement d'un système par capitalisation, il est certes 3% en moyenne, mais ce n'est pas non plus 7-8% comme on l'entend parce qu'on est dans un système piloté où pour limiter les risques, au début de carrière, on investit dans des actions, puis en fin de carrière, dans des obligations qui rapportent moins. Donc certes, c'est plus performant, mais ce n'est pas démesurément plus performant. Et surtout, contrairement à ce que beaucoup pensent, ça n'est pas insensible aux évolutions démographiques. Le rendement du capital est également sensible aux évolutions démographiques parce qu'il faut bien des bras pour faire fructifier le capital, il faut une demande pour faire remonter le prix des actifs. Donc il est faux de dire qu'on contourne complètement le sujet du vieillissement démographique en passant d'un système par répartition à un système par capitalisation. Et en plus, si on veut avoir un bon rendement malgré tout, malgré le vieillissement démographique, etc., si on veut avoir un bon rendement dans un système par capitalisation, ça veut dire qu'il faut surtout, malheureusement, investir dans des pays très dynamiques en la matière, économiquement et démographiquement, c'est-à-dire hors d'Europe. Pas la France. Oui. Donc on ne peut pas atteindre tous les... Si on passait, en théorie, je reviendrai sur la pratique, d'un système par répartition à un système par capitalisation, on ne pourrait pas atteindre tous les objectifs. On ne pourrait pas à la fois avoir un système très performant, avec un très très bon rendement, d'un côté, et de l'autre, investir massivement dans nos prises françaises et européennes. Ces deux objectifs sont contradictoires. Il faudrait faire des choix. Et surtout, en pratique, si on voulait passer de l'un à l'autre, il faudrait, pendant plusieurs décennies, même jusqu'à 60 ans, 80 ans, financer 2 fois le système, c'est-à-dire payer 2 fois. Une fois pour continuer à verser les pensions des actuels retraités. Parce qu'effectivement, avec nos cotisations actuelles, on paie directement les retraites des retraités actuels. Exactement. Donc il faudrait continuer. Il y aurait toujours un passif, si vous voulez, de pension de retraite qu'il faudrait assumer. On ne pourrait pas dire, ah ben non, c'est fini, on va verser plus les pensions de retraite. Donc les cotisations actuelles du système par répartition devraient perdurer pour continuer à financer ces pensions de retraite. Mais il faudrait, si vous voulez passer de l'un à l'autre, il faudrait en plus cotiser, que moi par exemple je cotise pour les actuels retraités, mais qu'en plus je double ma cotisation pour cotiser pour ma propre retraite. C'est évidemment insoutenable. C'est insoutenable soit pour le pouvoir d'achat des salariés, soit si c'est des cotisations patronales pour la compétitivité du pays, soit si c'est financé par l'endettement, pour l'endettement du pays. Donc on ne peut pas rapidement passer de l'un à l'autre, et même si on le fait lentement, il faut le faire très 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 progressivement pour que ce soit soutenable du point de vue des finances publiques. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire.
Je pense qu'on peut très bien enclencher une dynamique, on peut très bien réorienter une partie de l'épargne pour faire monter petit à petit un peu de capitalisation, mais si on le fait, on peut que le faire dans une certaine mesure pour que ce soit soutenable pour les finances publiques et dans une stratégie de très long terme. Et pourquoi pas estimer qu'à très long terme, c'est un bon pari, et donc il faut le faire. Mais ne faisons pas croire qu'on peut d'un coup basculer l'un à l'autre ou qu'on peut d'un coup avoir 20, 30, 40, 50% de capitalisation dans le système. On peut, je pense, je pourrais rentrer dans le détail, mais au maximum, on peut viser 10 à 15%, je pense, de capitalisation de notre système, mais à horizon de plusieurs décennies. Alors, vous appartenez à une génération d'experts relativement jeunes qui réfléchissent autour de l'avenir de la retraite, du système. Que répondez-vous à ceux qui disent que ces réformes sont pensées souvent par des personnes encore loin de la retraite, donc peut-être un petit peu déconnectées? Je réponds bien sûr, on a tous nos biais, mon vécu n'est pas celui de personnes plus âgées, etc. Après, je pense que pour toute forme de décision de politique publique, elle se prend de manière coordonnée, en échangeant les points de vue, en prenant en compte, oui je suis jeune, ça ne m'empêche pas de discuter avec des retraités, comprendre leurs ressentis, lire des choses, lire des études pour comprendre les effets concrets des différentes réformes pour les retraités, pour les actifs, etc. Et une nouvelle fois, c'est ce que je m'évertue à faire dans le livre, c'est-à-dire j'essaye de ne pas avoir qu'une vision macroéconomique de technocrate, mais aussi regarder concrètement sur le terrain, au niveau des individus, quels sont les effets pour les retraités, quels sont les effets pour les actifs de telle ou telle mesure, et c'est pour ça que c'est rempli de cas types, comme on dit, d'études de cas au niveau des individus pour essayer de comprendre l'effet concret des réformes. À vous écouter, à regarder votre parcours, est-ce qu'on peut dire de vous que vous êtes un réformateur de conviction? Oui, en tout cas sur les retraites, je pense qu'on n'est pas du tout au bout du chemin, que ce soit pour des raisons de soutenabilité, on en a déjà parlé, mais aussi pour des raisons politiques, c'est-à-dire si on veut enfin sortir de ce psychodrame permanent en la matière, il faudra faire une grande réforme telle qu'elle a été pensée déjà il y a 6 ans et telle que j'essaye de la construire dans mon livre, qui enfin prenne en compte toutes ces dimensions, mais il faut le faire. C'est là où j'essaye de mixer un peu une vision technocratique, c'est-à-dire qu'est-ce qui serait bon pour le système de retraite, et aussi une vision politique, qu'est-ce qu'il est possible de faire en matière de réforme. Et je pense qu'il y a une voie de passage en la matière. Je ne suis pas pour je pense qu'un grand soir qui permettrait de rapidement passer d'un système imparfait aujourd'hui à un système idéal n'est pas possible. En revanche, je pense qu'il y a des voies de passage pour progressivement basculer, c'est en ça que peut-être on peut dire que je suis un réformiste, progressivement basculer vers un système qui serait à la fois plus soutenable, qui permettrait de renouer la confiance parce qu'on aurait des systèmes d'ajustement automatique, parce qu'on pourrait redonner de la liberté avec par exemple un âge d'ouverture des droits plus bas, mais un âge du taux plein qui inciterait à travailler plus longtemps, en mettant tout le monde à la même enseigne, c'est-à-dire en mettant fin aux oppositions publiques-privées en la matière, et en faisant en sorte que tous les droits soient comptés de la même manière, quel que soit le moment de la carrière, quel que soit le statut, etc. Et le faire de manière, si je veux dire, intelligente, par exemple, politiquement intelligente, c'est-à-dire faire en sorte, par exemple, que ça ne concerne que les nouveaux entrants, pour ne pas se mettre à dos l'ensemble du corps social d'un coup, quitte à ce que dans un second temps, on bascule une partie des actifs, mais le faire progressivement. Et c'était peut-être une des erreurs d'il y a 6 ans, c'est d'avoir voulu faire les choses trop vite, parce qu'on pensait que c'était une excellente réforme et il fallait qu'elle ait des effets le plus rapidement possible. Le résultat, c'est qu'on n'a toujours pas fait cette réforme, qu'on n'a toujours pas mis sur les rails cette réforme. Donc il vaut mieux faire les choses plus lentement, mais les faire. C'est, je dirais, le propre d'un progressiste, d'un réformiste en la matière. Alors Éric Veil, vous n'êtes pas que passionné par la retraite, vous êtes aussi passionné de cuisine. Je crois que vous avez un CAP de cuisine, vous avez été commis de cuisine dans une grande brasserie parisienne. Qu'est-ce que c'est que cette incursion dans un autre monde? À quoi ça correspond dans votre parcours, dans votre vision de ce qu'est une carrière? Quand j'ai quitté le cabinet de conseil où j'étais, le BCG, j'avais comme idée. Alors, je suis passionné de cuisine depuis longtemps. J'ai passé mon CAP il y a déjà maintenant presque 5 ans.
Mais j'étais aussi dans l'idée de découvrir un monde qui me passionnait, pour peut-être un jour d'ailleurs monter mon restaurant. Ce n'est pas d'actualité à court moyen terme, mais je voulais découvrir ce monde pour progresser en cuisine, pour voir comment ça fonctionne, etc. Et donc en effet, après le BCG, je suis passé de consultant BCG à commis de cuisine dans cette brasserie à Paris, la brasserie des Prés vers Odéon. Et j'ai adoré cette expérience parce que ça m'a fait découvrir un monde que j'ignorais, des parcours de vie que je n'étais pas amené à croiser dans le cadre de mes précédentes fonctions en cabinet ministériel ou en conseil en stratégie, qui sont souvent des parcours de vie extrêmement inspirants. En cuisine, on trouve de tout. On trouve des cuisiniers de profession, des gens qui sont nés en France, ont fait leurs études en France et par passion ont fini par faire par exemple l'école Ferrandi pour un jour devenir chef de cuisine. Mais on trouve aussi, surtout dans des brasseries parisiennes, on trouve des immigrés parfois de fraîche date qui, parce qu'ils devaient bosser, se sont rentrés en cuisine et ont réussi à le faire parce que c'est un métier profondément méritocratique. Même sans diplôme, on peut apprendre sur le tas et si on travaille dur, on peut tout à fait construire une carrière en cuisine sans avoir fait Ferrandi et même en ayant commencé assez tardivement. Et ensuite progresser dans les échelons, etc. Donc c'est de ce point de vue-là extrêmement inspirant. C'était très très différent de ce que j'avais fait avant. C'est bien sûr un mode de management qui n'a rien à voir. Ce sont des parcours, je l'ai dit, qui sont différents, mais c'était à la fois enrichissant par rapport à ma pratique de la cuisine que j'ai pu perfectionner et aussi d'un point de vue humain. Et justement, en un mot ou deux, les différences essentielles en termes de management. Quand j'étais en conseil en stratégie, et de manière générale, c'était peut-être encore plus fort là où j'étais, mais de manière générale dans le monde de l'entreprise, il y a des modes de management qui sont parfois un peu plus horizontaux, avec ce qu'on appelle des signaux faibles, donc on ne va pas dire les choses forcément directement, mais on va les faire comprendre en enrobant les critiques, les remarques, etc. En cuisine, c'est un mode de management plus vertical, c'est pas un hasard si on parle de brigade, et c'est des signaux forts. Quand on rate quelque chose, on rate une cuisson, n'importe quoi, un assaisonnement, le chef ne va pas dire « viens dans mon bureau, je vais t'expliquer, peut-être tu aurais dû assaisonner autrement ». Non, il dit « ta cuisson est ratée, tu la refais tout de suite ». Il n'y a pas, si vous voulez, pour des raisons purement opérationnelles. Parce que le client est en salle et attend. Le client est en salle, attend. On n'a pas le temps de faire des circonvolutions à l'infini pour expliquer les choses. Donc on dit les choses très très directement, très clairement. Bien sûr, il faut les faire sans être pour autant agressif. Et il y a pu avoir des dérives dans le milieu de la cuisine. J'imagine qu'il y en a toujours, même si les choses s'améliorent. Moi, là où j'étais, ce n'était pas le cas. Il n'y avait pas de dérive en la matière. Pour autant, les choses étaient dites très directement. Et ça n'empêche pas, 5 minutes après, de rigoler avec le chef. On peut se faire engueuler par le chef et 5 minutes après, rigoler avec lui. C'est juste, ça fait partie du métier de se prendre des remarques très directes. Il faut s'y habituer, il faut être résilient. Et donc ça n'a, de ce point de vue-là, rien à voir avec le monde de l'entreprise plus feutré, disons. Alors cette expérience de terrain, est-ce que pour un jour ou un autre, elle vous a conforté dans ce goût-là ou est-ce que c'est vu et vous passez à autre chose? Elle m'a conforté dans ma passion pour la cuisine, dans un cadre privé. Est-ce qu'un jour, alors j'ai jamais envisagé de me réorienter en cuisine, au sens de devenir cuisinier professionnel. En revanche, peut-être, oui, un jour, je reste passionné par la gastronomie. Donc peut-être un jour, si j'ai de l'argent pour monter un restaurant, parce que ça ne m'a pas dégoûté du milieu. Je pense que c'est un milieu très dur, où c'est du pur opérationnel. C'est constamment des sujets RH, de fournisseurs, de gestion de clients. Donc on n'est pas dans de la grande stratégie. En tout cas, ce n'est pas l'essentiel du quotidien d'un restaurateur. Il faut être prêt à ça, il faut aimer ça. Est-ce que j'aime assez ça? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis prêt à faire un travail aussi opérationnel. Peut-être que je suis plus fait pour des métiers plus stratégiques, disons. Mais je ne sais pas. Peut-être qu'à un moment de mon parcours, je serai amené à... Oui, moi je pense que dans un parcours, il faut saisir les opportunités. Donc si un jour j'ai une opportunité, si j'ai un associé qui me convainc de monter un restaurant avec lui, peut-être, je ne sais pas. Alors Éric Veil, on arrive au terme de cet échange. J'ai une question personnelle à vous poser. Si là, et maintenant, vous aviez à prendre un café avec le jeune Éric que vous étiez à 18 ans, ça ne fait pas très longtemps,
Mais néanmoins, sur le plan de la vocation et de la vie qui va avec, les yeux dans les yeux, que lui diriez-vous? Je lui dirais que il faut avoir confiance dans la vie, au sens saisir les opportunités telles qu'elles viennent, foncer quand l'opportunité se présente, et ensuite ne pas avoir de regrets. C'est-à-dire, c'est un peu l'approche stoïcienne, c'est-à-dire il y a des choses qui dépendent de soi et d'autres qui ne dépendent pas de soi. Et donc tant qu'on fait les choses à son niveau, à fond, il ne faut pas s'attarder sur les coups du sort, sur ce qui parfois ne fonctionne pas et c'est pas toujours de notre fait. Il faut juste faire les choses à fond, saisir les opportunités, ne pas hésiter parfois à ce que j'ai fini par faire, à quitter une situation parfois un peu confortable pour faire des détours vers des expériences plus originales, parce que c'est ça aussi qui construit des souvenirs pour la vie, et avoir confiance dans l'avenir. Pour le moment, j'ai toujours réussi à retomber sur mes pattes, et il faut essayer d'avoir cette approche-là, et je pense que si on fait les choses à fond, si on fait les choses qu'on aime, ça finit par marcher, avec parfois des détours, parfois des reculs, parfois des difficultés, comme pour tout le monde. Mais si on a cette mentalité-là, j'ose espérer, même si c'est trop tôt pour le dire à mon âge, que ça finit par marcher. Éric Veil, merci. Merci beaucoup.